Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Alain Boudet. Nous allons aborder un sujet fort intéressant. On va parler de l'ADN et les champs cosmiques. Donc, avant de commencer l'interview, je vais lancer l'intro et puis on va commencer. Je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas à faire un don afin de continuer à faire fonctionner la chaîne avec des invités de qualité. Bonsoir Alain, comment vas-tu? Bonsoir Julico, écoute, je vais bien et je te remercie beaucoup de me donner l'occasion de participer à ta chaîne. En tout cas, c'est moi qui te remercie parce que moi je t'ai découvert par hasard. Je crois que tu avais été invité dans une conférence et justement je cherchais quelqu'un pour aborder le sujet de l'ADN. Mais moi j'ai vu que tu l'abordais sur un sujet un petit peu particulier avec, tu sais, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est son, vibration. Et ça, c'est ce qui m'a justement fait pour te proposer de faire une interview sur ce sujet. Donc, en quelques minutes, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, déjà, je peux te dire que l'ADN tel que je le conçois et qu'on va développer, c'est à la fois effectivement moléculaire et spirituel, mais je me méfie quand même beaucoup de tout ce qu'on dit spirituellement. Moi, j'ai besoin de choses qui soient étayées concrètement ou expérimentalement plutôt. Et même si je suis très très ouvert à la spiritualité et que je peux développer ça, eh bien, j'essaie d'avoir du discernement par rapport à ça. Et le côté qu'on va développer surtout sur l'ADN, c'est le côté électromagnétique. Hein. Oui. Alors, tu me demandes quelque chose sur mon parcours. Il faut dire que j'ai été physicien au CNRS pendant un certain nombre d'années et dans le domaine des matériaux, justement. Oui. J'ai adoré découvrir un certain nombre de choses, je faisais de la microscopie électronique, adoré découvrir comment fonctionne la matière et aussi comment, à partir des expériences, on développe des théories et comment, à partir de la réalité, on fait une image qui reflète qu'une facette de la réalité et qu'on ne peut jamais avoir la réalité totale. Quoi. Donc, ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Et puis, du coup, j'ai trouvé que c'était un peu limité. Moi, j'avais besoin de m'occuper des gens. J'avais besoin de m'occuper des gens. Je vais essayer de comprendre comment on pouvait donner le meilleur de soi et surtout sortir de la souffrance. Et bien sûr, on avait déjà des réponses à ça. Hein. On avait déjà des réponses. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Et du coup, moi, j'ai fait une formation de thérapeute psychocorporel et qui m'a ouvert à la psychologie, mais aussi à la spiritualité. Et psychocorporel, donc, et au corps, comment le psychisme s'inscrit dans le corps et comment le corps pilote le psychisme dans les deux sens. Et puis la spiritualité qui dépasse ça, qui dépasse à la fois le corps et les émotions, les pensées, parce que c'est ce qui donne le sens de la vie. Ce qui donne le sens de la vie.
Et du coup, j'ai eu envie de comprendre un peu plus parce que moi-même, j'en avais besoin pour moi, pour mes propres interrogations, comment dire, mes souffrances mentales, hein, surtout mentales, mes mal-être, c'est le mal-être, quoi. Donc, pour aller plus loin. Et en ce qui concerne l'ADN et le site web que j'ai développé, c'est parce que la première chose, j'avais envie de répondre à certaines questions que à l'école, dans les médias, on ne répond pas. Donc, dont des réponses que j'avais dans ma formation de thérapeute, par exemple, et en spiritualité, et aussi avec des scientifiques qui sortent de la science officielle. Donc, on parle beaucoup de sons, de musique, etc. Donc, j'ai fait beaucoup d'articles sur la musique, puisque j'ai été aussi musicien. Et puis à un moment donné, je me suis dit, on parle beaucoup d'ADN, tout le monde parle d'ADN, mais il y a des gens qui savent ce qu'ils disent, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Donc, comment peut-on parler de l'ADN sans vraiment savoir où elle se situe dans le corps et qu'est-ce que c'est, quoi. Donc, moi-même, j'ai voulu avoir des précisions, donc j'ai fait des enquêtes bibliographiques essentiellement, mais aussi dans des conférences, puis en interrogeant certaines personnes et en lisant certains livres. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même plusieurs strates de connaissances dans l'ADN, puisque tout le monde qui s'intéresse un peu à l'ADN, si vous allez sur Wikipédia, si vous avez un cours de biologie, vous allez avoir des renseignements sur les gènes et le code génétique qui s'inscrit dans l'ADN et qui ne concerne que environ 3% de l'ADN. Donc, c'est ça. Voilà. Et donc, et les autres, donc je me suis intéressé au reste, les 97%. Et là, il y a des réponses. Il y a des chercheurs qui ont publié des choses. On sait maintenant que ces 97% servent comme facteur de régulation. C'est eux qui modulent l'expression du code génétique. Ouais. Et donc, je dirais qu'il y a une partie de la connaissance de l'ADN qui concerne le code génétique lui-même moléculaire. Il y a une partie qui concerne comment ce code génétique peut être exprimé ou non, comment peut être modulé. Et en fait, cette partie, elle est très peu enseignée. Bon, dans notre milieu, on parle de plus en plus quand même de l'épigénétique, hein, qui concerne ça. Mais il y a aussi les micro-ARN qui interviennent et qui sont produits par ces zones non codantes, ces zones où il n'y a pas le gène. Et enfin, il y a une autre strate, je dirais, c'est celle-là où je suis peut-être plus spécifique, parce qu'il y a très très peu de gens qui en parlent, même dans les gens qui veulent vulgariser l'ADN, c'est le côté électromagnétique. Et ça, c'est essentiellement le travail de Russes, effectivement, mais aussi d'Allemands, qui ont montré que l'ADN émettait de la lumière. Et surtout le travail de Piotr Garyaev, qui a montré que il y avait des ondes qui parcourent l'ADN et que c'est par ces ondes que l'ADN reçoit des influences et émet des influences et que finalement le code génétique il n'est pas du tout ce qu'on croit. Il est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus changeant et il peut être
il peut communiquer avec d'autres matériels génétiques. Alors, Voilà, essentiellement. est-ce que tu peux, je vais mettre en photo, tu peux nous parler de tes livres? Parce que je sais que tu as écrit plusieurs livres. Ben, J'ai mis en descriptif aussi en dessous de la vidéo, parce que tu en as fait aussi en numérique. Donc, si les gens ils veulent y aller, tout est en dessous dans le descriptif de la vidéo, d'accord, avec bien sûr ton site internet. très bien, merci beaucoup. Alors, bon, ces trois livres que tu montres là, ce sont les livres sur papier. Oui, Le premier est issu de mon travail au CNRS, mais il est vulgarisateur pour les gens qui veulent savoir qu'est-ce que c'est un peu plus les matières plastiques, qu'on appelle polymères dans le milieu scientifique. Qu'est-ce que c'est c'est qu'un ça, polymère? polymère, oui. Et donc, il y a aussi des polymères naturels, hein, comme la Oui, cellulose, etc. Donc, je décris un peu plus de quoi il s'agit. Et l'ADN est justement un polymère aussi, donc, c'est-à-dire une chaîne de monomères, c'est-à-dire de petites molécules. Et, euh, et les gels sont aussi des polymères, par exemple. Voilà, mais c'est quelque chose que j'ai produit juste au moment où j'ai arrêté mon travail au CNRS et qui a été publié par le CNRS. Et puis, après donc, mon travail de thérapeute psychocorporel m'a conduit au fait que ben, j'avais envie d'expliquer aux gens qu'est-ce qui était important pour se sentir bien et surtout pour développer son soi divin intérieur. Et donc j'ai écrit ces articles qui ont fait les chapitres de ce livre pour permettre à des gens qui venaient pas chez moi, mais qui vont pas chez forcément des thérapeutes, pour tout le monde en fait, y compris même des enfants ados ou comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que l'émotion? Qu'est-ce que c'est que le masculin et le féminin? Qu'est-ce que c'est que la pensée et la réalité, etc. Donc, c'est un livre, c'est mon livre de base, je dirais. C'est celui auquel toutes mes recherches reviennent, car quels que soient les sujets, ce qui est important, c'est d'apaiser notre esprit. Donc de se libérer de nos soucis, de notre problématique intérieure, de nos peurs, etc. Donc voilà, ça a d'abord fait l'objet de 6 articles dans mon site, et puis comme ces articles ont eu du succès, ont été appréciés, euh, surtout pour leur facilité à être lus et compris, eh bien, il y a un éditeur qui en a fait un livre. Donc, j'ai fourni ce livre à l'éditeur et voilà, il continue à bien être apprécié, même s'il est paru en 2011. Et le dernier, le troisième, c'est aussi une enquête que j'ai faite, un peu comme avec l'ADN. C'est un sujet que je comprenais pas trop au départ. On me parlait de géobiologie. Alors là, j'ai fait un peu des stages de géobiologie pour comprendre, mais je oui. comprenais pas le lien entre les, les réseaux géobiologiques et les lignes sacrées dont parlaient certains. Euh, et j'ai voulu essayer de voir. Donc, j'ai j'ai fait d'abord une recherche bibliographique sur ces lignes sacrées, en particulier avec le livre de John Mitchell. Et puis, j'ai aussi communiqué avec les gens les chercheurs, qui avaient institué l'existence, qui avaient retrouvé plutôt l'existence de la grille énergétique planétaire. Donc, en fait, ce livre, c'est surtout pour expliquer cette notion, comment elle est réapparue, surtout avec le couple Baker-Huygens aux États-Unis, et comment la Terre est construite à partir de ces lignes, à partir de polyèdres, qui fonctionnent un peu comme les lignes d'acupuncture de notre corps.
et sur lesquels sont construits les bâtiments sacrés et sur lesquels aussi on peut trouver des endroits avec des vibrations un petit peu spéciales. Comme tu parlais de Chartres, eh bien, comme Chartres, mais aussi des lieux où il y a des pyramides un peu partout dans le monde et des lieux où il y a des mégalithes, dolmens et menhirs, par exemple. Voilà, voilà les trois livres qui sont fournis. Sinon, les livres numériques, c'est pareil, c'est la compilation de différents articles Oui. en musique, d'une part, l'expression musicale. Une Et autre histoire de la Terre en 2019, les structures atomiques de la matière en 2020, musique et son en 2021, l'ADN et le champ cosmique en 2023. Et voilà, le c'est les dernier, derniers. Ouais. un article, plan subtil d'intelligence supérieure. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que le dernier, bon, c'est un article, c'est toujours un article pour moi, mais comme il est un peu long, il fait comme une petite brochure. Voilà. Ok. Alors que Alors, les autres, c'est plusieurs articles en même temps. oui, donc, de toute façon, ils auront accès donc, au site web. Tout est en descriptif en dessous de la vidéo. Et donc, voilà. Donc, avant de commencer, ce que je peux proposer, c'est qu'on commence à mettre une des petites vidéos que tu m'avais envoyées. Et puis, on enchaîne après. Alors avant, je peux préciser que c'est un Oui. travail de graphique formidable qu'on peut voir là de Drew Berry. C'est un type qui a inventé une façon de modéliser, de visualiser, et je trouve que c'est génial parce qu'en plus, il montre les mouvements des molécules en temps réel dans la cellule humaine. Ah, c'est Donc, magnifique. Ouais. voilà. Donc, celle-ci, là, c'est donc une cellule avec son noyau. Et puis, sur le côté, on voit aussi le chromosome. Là, on passe à l'ADN. L'ADN, alors là, il faut voir que ce n'est pas les doubles brins. On va voir ça peut-être Oui. tout à l'heure. Enfin, je ne sais plus exactement. On va voir. Si c'est peut-être le double brin. Ah oui. Voilà, donc chaque cellule, ils ont 1,8 m d'ADN. Voilà, là c'est l'histone qui adhère à l'ADN. Donc l'ADN, c'est une longue molécule. L'histone qui vient et qui va faire que l'ADN se replie sur lui-même. Et donc, il prend une configuration spirale. Donc, ce n'est pas le même niveau que les deux brins qui sont le même spirale. Maintenant, c'est à une échelle plus grande. L'ADN se rassemble en différentes formes spirales, secondaires, tertiaires. Et puis tout ça, ça peut rentrer dans une espèce de tube. Ça fait un empilement qui devient, voilà, le chromosome. Il devient le chromosome. Voilà les chromosomes, et qui eux-mêmes se séparent au cours de la division de la cellule. Donc en deux paquets. Donc il y a une duplication des chromosomes. Oui. Pour qu'il y ait, à partir de 23 paires, il y en a 46. Et donc ça fait deux cellules qui se séparent. C'est vraiment magnifique. Hein. Beau travail. Ouais. Hein. Ah, c'est génial, oui. Tu veux que je passe la deuxième vidéo? C'est comme tu veux, je commente ce que tu me passes. En fait, on peut voir. Et on va revenir dessus de toute façon. Là, c'est plutôt le bien. Attends, oui, c'est ça. Ça, c'est une cellule. Là, c'est important. Je dirais que c'est le plus important parce que ça peut permettre même de comprendre
qu'est-ce que c'est qu'un vaccin ARM, ARNM, c'est-à-dire ARN messager. Qu'est-ce que c'est qu'un ARN messager? En fait, à l'intérieur de la cellule, il y a le noyau. À l'intérieur du noyau, il y a de l'ADN. Et l'ADN, il est très dynamique. D'abord, on vient de voir qu'il pouvait donner naissance à un autre ADN pour se doubler, mais il peut donner aussi par moulage un ARM. Un ARM, mais c'est pas un vrai ARM, c'est un pré-ARM. Ensuite, ce pré-ARM, il y a ce qu'on appelle un épissage, c'est-à-dire il va se couper et refusionner pour donner l'ARN messager. Et c'est cet ARN messager qui est le porteur de l'information pour fabriquer une protéine. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. Voilà le noyau. The nucleus contains the genome. Qui contient In l'ADN. humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Et donc, qui est Each chromosome réparti dans les contains a long chromosomes. strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Donc, l'ADN avec ses histones. Within the DNA are sections called genes. These Voilà. Et genes donc, il y a contain des the fragments qui sont des instructions for gènes. making Oui. Les fractions Proteins. de l'ADN qui sont les gènes, c'est-à-dire les parties de l'ADN qui When a portent gene les... is switched on, an enzyme l'instruction. called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out stop. of free base. Voilà. Donc là, on est passé au problème de la duplication, c'est-à-dire que les deux brins de l'ADN se séparent et sur chacun d'eux va se mouler un autre brin d'ADN. Et donc, chacun des brins d'ADN va donner un ADN à double brin complet. In the Voilà, nucleus. merci. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. Donc là, on voit les This process is called comment ça s'appelle, les bases azotées qui se rajoutent les uns aux autres. Et donc, il y a uniquement quatre types de bases qui sont donc ACGT pour le brin de l'ADN. Et la réplique de l'ARN, c'est presque pareil, c'est les compléments, sauf que c'est UCAG. Voilà. transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of Donc voilà proteins, le it needs pré-ARN. to be processed. This Qui est- involves removing and adding sections Voilà, of là c'est RNA. l'épissage. L'épissage, il y a une partie qui est The enlevée. messenger RNA then moves out of the nucleus into the Donc cytoplasm. là, il sort, l'ARNM sort du noyau et va Protein donc il est dans factories le in the cytoplasme cytoplasm, called ribosomes, et il bind va to dans the le ribosome. messenger où RNA. C'est là l'usine The de ribosome fabrication reads the code des in the messenger protéines. RNA to produce a chain made up of amino acids. Donc là, c'est un autre tout petit There are 20 different types of ARN amino acid. qui s'appelle l'ARN de transfert, Transfer qui RNA amène molecules un carry acide the aminé amino acids to the ribosome. et qui The messenger va RNA apporter- is read Voilà, là il est lu et, 3 bases at a time. et hop, As each il triplet va- is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. donc envoyer les acides aminés qui This se is rajoutent added les to uns a aux growing autres au fur et à mesure. chain of Ils ne sont amino pas tous acids. pareils, même si les boules sont toutes pareilles violettes, c'est des ARN, des Once the acides last aminés amino différents. acid has been Et donc added, là, the c'est chain la protéine folds qui into a se- complex qui se 3D shape to fabrique form the et protein. qui devient plus compacte. Et voilà donc la molécule de protéine. Donc ça va un peu vite hein, Oui. pour expliquer. Mais sinon, c'est fort intéressant. Hein.
C'est bien expliqué, hein, Oui, oui. comment ça fonctionne. Là, j'entendais l'anglais aussi. Vous l'entendiez aussi, On l'anglais? l'a entendu l'anglais aussi, oui. Oui, oui. D'accord. Sinon, c'est pas très grave en Voilà. soi. Et justement, ma première question, c'est que comment tu es venu pour t'intéresser justement à l'ADN? Quel a été le déclencheur pour toi? Le déclencheur, c'est que tout le monde en parle. On dit tiens, vous pouvez. Bon, enfin, il y a surtout il y a deux motifs. J'allais dire, vous pouvez reprogrammer votre ADN. Donc je dis, mais comment c'est comment on peut reprogrammer son ADN alors que j'ai pas appris ça à l'école, moi. Donc de quoi on parle? L'autre chose, c'est que bah, je sais pas, on m'a parlé d'épigénétique. J'avais vu un film sur Arte, par exemple. Mais je me dis, ça, on ne nous l'apprend pas. C'est génial. C'est de comprendre que on n'est pas déterminé, c'est même fondamental. On n'est pas déterminé par notre code génétique, puisque l'épigénétique montre que le code génétique s'exprime en fonction de ce qu'on vit, en fonction de notre environnement, en fonction de nos pensées, de nos émotions, etc. Donc, on n'est absolument pas déterminé par notre code génétique, et ça, c'est important. Donc, je me suis dit, là, je veux comprendre ça un peu plus, mais en plus, je veux le diffuser. Je veux pas garder cette information pour moi, quoi. Donc, c'est ça qui fait que petit à petit, et puis, eh bien, bah, du coup, sur Internet, je suis tombé par mes recherches. C'est vrai qu'avec les moteurs de recherche, on trouve pas mal de choses. Il y a, Oui. j'ai été, on a pointé les recherches de Gary F. Bah, c'est David Wilcock qui dit ça dans son site. Il y a aussi le docteur Urtak qui avait invité Peter Garaïev à son séminaire. Donc, voilà, après, ça a été chaque publication que je lisais me renvoyait à d'autres publications. Chaque Ok. livre me renvoyait à d'autres auteurs. Et bien justement, pendant tes recherches, qu'est-ce que tu as pu découvrir sur l'ADN? Qu'est-ce que j'ai pu découvrir sur l'ADN? Ben Ouais. d'abord, je me suis la première chose, je me suis dit, depuis quand sait-on que l'ADN existe? Hein, depuis quand? Hein? Puisque c'est si important pour nous maintenant. Alors j'ai cherché, je me suis dit, bon, là c'est simplement sur un livre de biologie hein, qu'on peut avoir la réponse. Mais, et puis je me suis dit, mais au fond, on sait où se trouve l'ADN. L'ADN se trouve dans le noyau. On sait aussi que ça se trouve dans la mitochondrie. Mais au départ, on ne connaissait que l'ADN du noyau. Eh bien, je me suis dit, mais depuis quand sait-on qu'il y a des cellules et des noyaux? Alors, ça, je pense que c'est peut-être intéressant que je vous lise ça. L'existence de la nucléine, chimiquement, c'est-à-dire dans du pu de je ne sais pas quoi, qu'ils avaient trouvé ça, elle a été mise en évidence en 1869 seulement. Voilà. Donc, ensuite, les 5 bases nucléiques ont été isolées chimiquement en 1878. Et donc, ce n'est que depuis 1944 qu'on connaît l'ADN et que, voilà, l'ADN dans le noyau nucléique, chimiquement. Et c'est en 1953 seulement qu'on a déterminé par des expériences aux rayons X que l'ADN a une structure de double hélice. Donc, c'est quand même très récent. Oui. Et si je vais plus loin en arrière,
les cellules, là, tu m'avais montré sur ta vidéo là, quelques photos pour ça. Mais les cellules, on sait que ça existe, des cellules, que les corps sont des assemblages de cellules, que depuis 1665, grâce à l'invention d'un microscope par Robert Hooke. Donc là, il a regardé de l'écorce de liège, et c'est là on a vu les premières cellules dans du liège. Ensuite, on a vu les cellules dans les tissus végétaux, parce que dans les végétaux, elles sont séparées par des parois. Donc voilà, c'est aussi assez récent. Hein. Et dis-moi justement, dans tes recherches que tu as fait, tu sais, on nous parle beaucoup qu'il n'y a que 3% et le reste, c'est de la poubelle. Qu'est-ce que tu peux en conclure sur les brins d'ADN qu'on nous dit que c'est la poubelle? C'est pas du. Alors, les chercheurs actuellement ne disent pas que c'est de la poubelle. Ça, c'est un terme qui est un peu vieillot. C'était dans les années 70, parce qu'à l'époque, il y avait une théorie qui disait que ça servait à rien. Oui. Et je crois que c'est un chercheur qui s'appelait Ono, un japonais, qui a inventé ce terme. Et ça a été repris parce que les chercheurs comprenaient rien. Et puis il y a Richard Dawkins, il a dit mais oui, ces fragments-là, c'est comme des gènes mais qui servent à rien. Ils sont là pour eux-mêmes. Donc il a appelé ça les gènes égoïstes. Voilà. Et parce mais je pense pour que eux, c'était des résidus de comment dire, de vie d'autres systèmes biologiques antérieurs. Voilà. Mais moi, je pense que tu dois avoir la même pensée que moi. Moi, je pense justement que le reste, il sert à quelque chose, c'est-à-dire, tu sais, on parlait justement quand tu parlais de ton livre, des lignes énergétiques sur la Terre. Ouais. Je pense qu'ils doivent servir à ça. Quand tu écoutes de la musique, quand tu es en haute vibration, ils doivent servir à ça. Pareil aussi, quand tu échanges avec une personne qui est en face, tu lui transmets ton électromagnétisme et ton énergie. Donc, tu le reçois et elle la reçoit. Donc, je pense que ça doit servir peut-être à ça. Alors, effectivement, il y a deux aspects intéressants dans ces zones qu'on appelle non codantes. En fait, elles sont codantes. Alors, quand on dit codante, ça veut dire, c'est une façon limitée d'employer ce terme, ça veut dire codante pour des protéines, codante pour fabriquer des protéines. Mais en fait, les zones non codantes sont codantes pour la fabrication de mini ou de micro ARN. Les ARN, donc, c'est des petits segments, c'est presque de l'ADN, mais c'est de l'ADN qui est moulé donc c'est de l'ARN est moulé sur l'ADN, donc c'est presque la même structure, mais c'est des tout petits fragments, Donc, les zones non codantes, qu'on appelle aussi les zones intergènes, donc entre les gènes reconnus codants, les zones intergènes sont là pour fabriquer des tas de ARN mini ou micro qui vont envoyer des signaux de régulation dans tout l'organisme. Donc, c'est ces micro-ARN ou mini-ARN, selon leur taille, qui vont qui vont activer tel gène, tel ou tel autre gène. Donc, ils sont effectivement extrêmement fonctionnels. Tout le génome est fonctionnel. Tout. Il n'y a pas de zone inutile. Et ça, c'est les chercheurs, j'en cite dans mon article, depuis les années 2000, il y a eu un boom sur la découverte de ces mini
ARN. L'autre côté que tu soulignes, que tu relèves, c'est effectivement le côté onde. Garyaev a montré que l'ADN était parcouru d'ondes acoustiques. Ça veut dire que c'est comme une corde. Vous envoyez une impulsion sur une corde, et ça se prolonge, c'est comme une vague. Donc il y a des vagues sur l'ADN et qui envoient des signaux qui portent des informations. Et il a montré que en arrivant que dans le génome, ces ondes acoustiques étaient transformées en ondes de lumière, comme un laser. Et que donc, alors là, c'est un peu compliqué, j'ai pas tout compris, je t'avoue, c'est très compliqué, mais il faut en retenir que ces ondes peuvent lire ce qu'il y a dans le génome et le transférer ailleurs. Donc, on peut transférer cette information. Et réciproquement, elles peuvent recevoir des ondes électromagnétiques qui vont aussi être interprétées par le génome. Mais il a montré que c'était possible parce qu'en fait, il n'est pas tout seul, hein, il a repris les travaux d'autres aussi, et il a montré que le code génétique tel qu'on l'enseigne, c'est un acide aminé est codé par 3 bases nucléiques, qu'on appelle les codons. Mais si vous voyez le tableau de transformation, de lecture de ces codes, vous voyez qu'ils sont ce qu'on appelle dégénérés. C'est pas un mot très beau, mais ça veut dire que il y a pas. C'est plutôt comme il y a des homonymes et des synonymes. Il n'y a pas qu'un seul codon qui code pour un acide aminé. Il peut y avoir 2 ou 3 ou 4 codons différents qui codent pour le même acide aminé. Donc, comme si c'était des homonymes. Et donc, il a montré justement qu'il y avait un parallèle avec la parole humaine. Et il a dit, mais oui, mais le code génétique, en fait, c'est que sur le codon, c'est que les 2 premières bases du codon. C'est pas les 3. C'est que les 2 premières. Et le troisième, eh bien, il faut faire intervenir la structure de la parole pour comprendre comment il fonctionne et qu'il est influencé à distance par d'autres gènes. Et que c'est de la même façon qu'on peut comprendre un mot qu'on comprend pas. Si on comprend pas un mot dans une phrase quand il est tout seul, et on va le comprendre quand il est dans un contexte. Eh bien, les gènes, c'est pareil. Tout seul, une base nucléique, elle ne veut rien dire, mais si elle est dans le contexte, avec les autres gènes, même s'ils sont loin de lui, on va comprendre. Alors, moi, j'avoue que je vous le dis peut-être un peu en bafouillant, mais c'est parce que c'est assez complexe et que personne n'en parle. Donc, je pense que il n'y a pas de livre là-dessus, il n'y a que quelques articles que j'ai pu repérer. Et donc, pour résumer, il y a une partie du code génétique qui est moléculaire, mais il y en a une autre partie qui est ondulatoire, vibratoire. Et cette partie vibratoire comment dire, elle a la même structure que la parole humaine, et donc elle est plutôt fluide, elle peut interpréter certaines choses. Voilà, mais il y a d'autres aspects qui sont plus inquiétants. On pourra parler. Yeah. Donc on peut dire aujourd'hui que les recherches qui ont été faites justement, que l'ADN avec la musique vibre et autres, c'est confirmé, on peut dire que oui, c'est possible. Les recherches, elles ont été. Oui, elles ont été, mais Peter Garyaev, d'abord, il a fait ça
Mais évidemment, ces travaux n'ont pas été diffusés. D'accord, ok. Voilà, et il est mort même dans des circonstances un peu curieuses. Alors, est-ce qu'on peut parler justement parce que de l'électromagnétisme, parce que je sais que l'ADN et autres, ils ont quand même un champ électrique. Oui. Alors, l'ADN, ils ont un champ électrique comme toute molécule. Hein. Oui, Un atome, c'est fait d'électricité. Il y a oui, un noyau positif et des électrons négatifs qui sont en oui, mouvement. Et chaque fois qu'une charge électrique est en mouvement, ça crée des champs magnétiques, électromagnétiques. Donc, toute molécule crée des champs électromagnétiques. Le premier chercheur que j'ai rencontré, sur Internet, qui parlait de ça, c'était Fritz Popp. C'était Popp. Hein, je pop, oui. cherche ça, parce que non, avant il y a eu Gurvitch, Alexander Gurvitch, qui a montré que lorsque on mettait des oignons, des pousses d'oignons en cours de division, les unes à côté des autres, eh bien, elles influençaient les cellules d'oignons proches. Donc, elles influençaient, c'est-à-dire qu'elles accéléraient leur pousse, leur croissance. Et il a mis un écran de verre et ça a arrêté l'influence. Et ça veut dire que le verre arrête les rayons ultraviolets. Donc, Gurvitch, il a montré que les pousses envoyaient des rayons ultraviolets dans certaines circonstances. Voilà, ça a été, il ne savait pas d'où ça venait, mais il a montré que ça existait. Et Voilà. tu peux me parler de l'expérience aussi de la pomme de terre? Oui, ben, je vais te résumer un petit peu chronologiquement. La pomme de terre, c'est oui. Déjà, il y a l'expérience parce que moi je trouve que c'est important de citer ces chercheurs qui font un boulot Oui, extraordinaire. Il y a un Russe qui s'appelle Kaznachev, qui s'appelle Vlail Kaznachev, qui a fait des milliers d'expériences. Donc, lui, c'était pas des oignons, c'était des cultures de cellules. Donc, il mettait dans une boîte de pétri, donc ce qu'on appelle une boîte où on cultive les cellules, et il a mis une plaque de verre entre et donc il se passait rien. Mais quand il enlevait la plaque de verre, s'il empoisonnait les cellules, les autres étaient empoisonnés aussi. Donc, pour dire, j'ai pas tout retenu, donc je lis. Hein. je t'en prie. Donc, il a fait cette expérience dans l'obscurité. Oui, il n'a pas enlevé la fenêtre de verre, il a mis à la place une fenêtre en quartz. Et dans ce cas-là, le quartz laisse passer l'ultraviolet, contrairement au verre. Et en les laissant en contact pendant 48 heures, donc c'est là où la culture qui était de l'autre côté de la fenêtre de quartz a été infectée aussi. Alors qu'elles étaient bien séparées, qu'il n'y avait pas de communication entre elles, c'est uniquement la transmission du rayonnement électromagnétique qui a transmis l'information. Donc, il n'y avait pas. Et donc, par des radiations ultraviolettes de 220 à 360 nanomètres. Ultraviolets. Donc, ça, c'est les travaux de Kaznachev. Donc, vous avez les détails un peu plus dans mes articles. Popp, lui, je vous en ai parlé juste avant. Non, c'est un Allemand. Je pense qu'il est toujours vivant, Fritz Albert,
Il a fait des expériences dans les années 80 et il a montré que les organismes vivants émettent des photons. Et il a montré que c'était émis par l'ADN. C'est-à-dire que c'est d'innombrables expériences dans le noir complet qui n'ont pu avoir lieu que parce qu'on a développé des photomultiplicateurs de plus en plus sensibles, alors que dans les années 60, on ne pouvait pas. Et lui, il a pu, puis après, d'autres chercheurs l'ont fait, et finalement, ils ont montré que tous les organismes vivants émettaient ces photons. Et donc, c'est Pop qui a montré que c'est l'ADN qui stocke ces photons et qui les réémet. Puis d'autres chercheurs, après, on parle beaucoup des télomères aussi. Les télomères, c'est les deux extrémités de l'ADN, d'un brin d'ADN, puisque c'est aux extrémités, pour que la chaîne ne se continue pas, c'est une structure un peu différente. Et donc, ils ont montré que c'était émis aux extrémités, donc au télomère. Voilà, donc ça, c'est Pop. Et puis, donc on revient aux pommes de terre alors, et aux expériences, aux expériences de. Il y a eu un. Ouais. On va parler d'abord effectivement des expériences de Garyaev, Peter, Piotr, mais comme il a fait des publications anglaises, il s'est fait appeler Peter, il est mort en 2020. Donc lui, il a, avec d'autres personnes quand même, une équipe, il a lu le code, les instructions génétiques avec un laser préparé spécialement, d'une certaine façon, avec 2 ondes en opposition de phase, ou je ne sais plus exactement. En tout cas, il a été capable d'envoyer ça dans sa machine sur un pancréas de foie d'un rat jeune, qui a été sacrifié, mais on a lu le code génétique et épigénétique, surtout épigénétique, du rat en question. Et ce code, il a été envoyé sur des rats en mauvaise santé qui avaient été rendus malades par certaines drogues et dont le pancréas, j'ai dit le foie, oui, non, c'est le pancréas, et dont le pancréas était malade. Et donc, il a fait ça avec les expériences habituelles, normales des scientifiques, c'est-à-dire avec deux lots de rats, un lot témoin, un lot traité, et avec des statistiques sur chacun de ces lots. Et là, alors que les rats du lot témoin sont tous morts, là, il a pu guérir plus de la moitié des rats malades. Enfin, ça dépendait des expériences, plus ou moins plus de la moitié. Et donc, ça veut dire que, quel est le résultat de cette expérience? C'est-à-dire qu'il est capable de prendre une instruction génétique dans un organisme et de l'envoyer dans un autre organisme pour guérir, pour faire des guérisons. Il avait fait la même chose avec des pommes de terre irradiées, je crois, des pommes de terre de Tchernobyl ou quelque chose comme ça. Et il avait envoyé sur ces pommes de terre les instructions prises sur des pommes de terre saines. Il les a envoyées sur les pommes de terre irradiées qui avaient été aussi guéries, si on peut dire, rendues saines. C'est vrai que. Ça oui. Ouais. C'est vrai que quand tu réfléchis, vu que l'ADN est constamment en mouvement, donc forcément, elle récupère beaucoup d'informations. Oui. Et après, les informations, elle va garder, je pense qu'une partie, celle qui les intéresse, et le reste, ça va le transmettre à quelqu'un d'autre.
et c'est un échange mutuel entre individus. Oui. Alors pour moi, c'est que ça ne se fait pas aussi bien que ça, parce qu'il y a aussi d'autres échanges à d'autres niveaux. Hein. Oui. Justement, au niveau des ondes scalaires, et aussi comme ça. Là, on reste dans des niveaux électromagnétiques. Là. Hein. Mais oui, pourquoi pas. Hein. Alors, juste une petite précision. ADN, c'est masculin, normalement, puisqu'on dit un acide désoxyribonucléique. Mais bon, c'est un petit détail, c'est pas grave. L'autre aspect, c'est que ce transfert d'informations a été utilisé par certaines personnes. Un autre chercheur qui s'appelle Xiang Kangshan. J'arrive pas à le prononcer. Et il a fait des expériences où il a pris des informations du blé qu'il a envoyées sur le maïs. Et donc, il a montré que le maïs était transformé avec des caractéristiques du blé. Mais il a fait ça aussi avec des caractéristiques de canard, d'embryon de canard, qu'il a envoyé sur des œufs de poule. Et les poules sont nées avec des caractéristiques du canard. Donc, ça veut dire qu'il avait un espèce de monstre qui montre qu'avec cette technique-là, on peut être amené à créer n'importe quoi. Et que Gariaev mettait en garde contre ça, et il a dit qu'il fallait que ça soit vraiment très encadré. Voilà. Donc, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Mais dis-moi justement, en restant sur l'électromagnétisme, est-ce que l'ADN va prendre ces informations en électromagnétisme à une fréquence bien particulière ou pas du tout? Est-ce que ça a été étudié, ça ou pas? Ah, c'est une bonne question. Je suis pas sûr de pouvoir répondre. Je pense que de toute façon, Gariaev, il faisait avec certaines fréquences, ouais. Ouais, je pense qu'il y a des fréquences qui sont porteuses. Il faut que ce soit certaines fréquences porteuses. Mais je peux pas vraiment dire. D'accord. Et à l'inverse, il y a une personne qui a de mauvaises fréquences. Qu'est-ce que ça va engendrer sur la personne qui vibre, qui a en magnétisme qui est bien? Qu'est-ce que ça va engendrer chez elle? Alors, bonne question aussi. C'est vrai, c'est très intéressant, mais ça me donne l'occasion de préciser une chose. Qu'est-ce qu'on appelle des mauvaises et des bonnes fréquences? Les mauvaises fréquences, tu sais, c'est les gens. Attends. Oui. Surtout de quelle fréquence on parle. C'est pas le fait que ça soit bon ou mauvais. C'est de quelle fréquence on parle. Tu vois? Je vais te répondre. Pour moi, quand on dit quelqu'un a des bonnes ou des mauvaises fréquences, on parle pas de fréquences électromagnétiques. C'est pas des fréquences mesurables. Les gens qui mesurent, ils le font sur une échelle de Bobis au pendule. Mais ça correspond, pour moi, à rien de physique décelable. Hein, c'est la même chose pour la vibration de la Terre, etc. Quand on dit que le taux vibratoire augmente, c'est pareil, on parle de ça. C'est autre chose, c'est pas les fréquences électromagnétiques. Les fréquences électromagnétiques, quand on en parle, c'est des choses mesurables. Mesurables, oui, justement, c'est sur les deux, ce qui se mesure et ce qui ne se mesure pas. Le deuxième, c'est, tu sais, avec les téléphones portables, la Wi-Fi et autres. Oui, ça, c'est des fréquences électromagnétiques, oui. Donc, on est bien d'accord. Et donc, c'est dans cette partie-là aussi, qui n'est pas très bonne pour comment l'ADN. Comment l'ADN? Est-ce que ça a été mesuré, justement, ces fréquences? Est-ce qu'elles ont été étudiées pour voir comment
l'ADN les réagit fréquences. pas du tout. Le spectre des fréquences a été étudié pour ses effets sur les organismes, oui, en particulier les cellules et l'ADN. Il y a des fréquences qui nous nourrissent et puis il y a des fréquences qui nous détruisent. Ça, c'est clair, y compris parce on appelle ça dégrade l'ADN. C'est pas pour rien que on a montré que des gens qui vivaient proches de sources de rayons X, par exemple, les rayons X, ils pouvaient faire muter l'ADN, par exemple. On dit que dans la théorie de Darwin, enfin de néo-Darwin, on dit que les mutations sont créées par les irradiations comme ça, mais jusqu'à présent, on n'a vu que des mutations qui conduisaient à des dégradations. Hein. Pas une amélioration pour créer une nouvelle espèce, comme disent les darwinistes. Non, il y a des fréquences qui nourrissent comme la lumière, visible, mais encore, bon, il ne faut pas en abuser parce qu'on peut attraper des coups de soleil. Donc là, c'est clair, l'ADN fait partie de ces cellules. Et oui, il faut faire attention aux ondes. Elles sont à la fois nourrissantes, mais elles peuvent aussi détruire. Le détruire. Mais les ondes de haute fréquence, très haute fréquence, comme pour les appareils portables, mais surtout pour la 4G, 5G, là, c'est encore particulier parce que ça rentre, c'est surtout destructeur quand ça rentre en résonance avec certaines parties de notre organisme, comme le cerveau. Et donc, là, il est clair que la 5G, c'est comme comment on appelle ça, presque un laser qu'on envoie dans le cerveau, quoi. Donc, justement, on va rester maintenant sur le sujet. On parlait de lumière, on parlait d'infrarouge, et justement, tu expliquais que l'ADN projetait de la lumière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est Pape qui a dit ça, simplement pour le montrer. Bon, il sait que il a des détecteurs qui montrent qu'il y a des rayons ultraviolets jusqu'à l'infrarouge qui sont émis par le corps et l'ADN. Mais pour montrer que c'était l'ADN, il a utilisé des drogues chimiques qui ont justement modifié l'ADN. Et dans ce cas-là, ça n'émettait plus. Donc, pour lui, c'était clair que c'était l'ADN qui était la source de l'émission. Voilà, mais pour là, je peux en dire plus, mais le spectre, c'est donc de l'infrarouge aux ultraviolets, c'est-à-dire la lumière qu'on connaît, visible ou un peu plus que visible, mais dans la gamme qu'on connaît. D'accord. Et qu'est-ce qui va influencer la transmission de notre champ électromagnétique? Qu'est-ce qui peut l'influencer? La transmission à quoi? La transmission, le champ électromagnétique. Bonne question. Ouais, mais il ne se transmet pas forcément. Enfin, si, il se transmet en même temps. Je ne sais pas trop étudier ça, moi. C'est un champ électromagnétique, s'affaiblit avec la distance. Hein, avec le carré de la distance. Donc, alors d'abord, il faut voir qu'il y a une... je peux revenir à une certaine explication. Les atomes, quand ils vibrent, ils émettent toujours des radiations, hein, comme on l'a dit. Et en particulier des radiations de chaleur, des radiations calorifiques. Les radiations calorifiques, c'est dans l'infrarouge, par exemple. Mais c'est comme des atomes
des instruments de musique qui jouent chacun pour eux, et donc ça fait un grand brouhaha. Donc ce qu'on appelle, c'est de la lumière incohérente, elle n'est pas coordonnée. Et du coup, ben voilà, c'est l'onde de chaleur qu'il y a autour de nous que vous pouvez sentir. Donc l'onde de chaleur, c'est un champ électromagnétique qui est autour de vous. Par contre, la lumière émise par l'ADN est cohérente. C'est-à-dire que tous les ADN jouent ensemble et créent un champ de biophotons, on appelle. Donc c'est ça, biophotons, les photons, c'est la lumière, donc c'est les particules électromagnétiques. Hein. Donc ils créent autour de nous un champ de biophotons qui sont effectivement émis jusqu'à une certaine distance. Et effectivement, selon la santé des gens, ce champ peut être plus ou moins fort, plus ou moins rayonnant. Mais c'est pas la même chose que l'aura. Hein. Faut pas confondre les deux. Voilà. L'aura, c'est sur un autre plan. Et c'est pas la même chose que l'effet Kirlian non plus, ou l'effet de Kortkov, l'effet de Kortkov. C'est encore des choses. Le champ électromagnétique de l'ADN, c'est un champ cohérent. L'aura, c'est sur un autre plan, c'est pas électromagnétique. Et l'effet Kortkov, Kirlian, c'est fait sous l'influence de l'extraction d'électrons et de photons, parce qu'il y a une légère différence de potentiel entre, vous mettez votre main sur une plaque, là où il y a une différence de potentiel. Donc ça joue comme extrayer des électrons et des photons avec ça. Ok. Et justement, est-ce que il y a une étude qui a été faite pour savoir de quoi l'ADN est nourri? On le nourrit comment? L'ADN. De quoi il se nourrit? Oui. Ben, l'ADN, comme toutes les molécules, c'est pas très. Là, tu poses des questions qui sont pas trop dans les champs d'études, mais parce que je suis quand même au départ physicien des matériaux et musicien, mais je peux quand même répondre à cette question. Il se nourrit de son environnement. Il se nourrit de son environnement, c'est-à-dire qu'il est en contact permanent avec les autres molécules autour de lui, en particulier l'eau. Il est dans un milieu aqueux, il est dans l'eau. Donc il se nourrit des échanges électriques qu'il y a entre eux, mais aussi peut-être à un autre niveau des ondes, probablement même des ondes scalaires, tu vois, de l'environnement. Mais comme toutes les cellules, hein, l'ADN fait partie de la cellule, donc il se nourrit comme la cellule. La cellule reçoit après, il se nourrit d'énergie aussi. Donc, dans la cellule, il y a de l'énergie qui est diffusée par ce qu'on appelle la molécule d'ATP. Et donc, on se nourrit de quoi? On se nourrit d'énergie surtout, sous forme d'eau, de rayonnement, y compris les rayonnements de l'environnement sur le. Alors les gens, je ne sais pas si les gens connaissent ce que c'est que les ondes scalaires, mais en tout cas c'est des ondes qui sont au-dessus de l'électromagnétisme et qui remplissent l'univers. Et je crois que c'est le professeur Mel qui a montré que ces ondes scalaires étaient portées par des neutrinos. Donc, si le terme onde scalaire est un peu bizarre, on peut parler de neutrinos. Donc, les organismes, la Terre, se recharge en permanence avec des neutrinos. Ok, on me pose la question, on me demande est-ce que la fleur de vie ne peut pas contrebalancer ces ondes toxiques?
Euh, les ondes, toxiques, donc les ondes électromagnétiques de haut niveau comme la 5G, c'est ça? Euh, Moi, je ne compte pas dessus pour contrebalancer ça. Hein. Je sais qu'il existe des appareils, mais ça se passe sur un autre niveau, sur le niveau scalaire, justement, sur le niveau scalaire. Il y a des choses qui atténuent plus ou moins, j'en utilise moi-même, hein. Mais je ne compte pas dessus pour me protéger complètement. Hein. Donc, je dirais qu'une cage de Faraday serait plus efficace, mais elle serait aussi anti-vie, donc c'est pas la peine. La fleur de vie, oui, il existe. Là, on rentre dans un autre domaine, c'est la fleur de vie, et puis certaines géométries sacrées, certaines zones, certaines. Hein, il y a beaucoup de choses. C'est pas pour négliger l'influence de la fleur de vie, au contraire. La fleur de vie est très intéressante pour recharger de l'eau, ainsi que la géométrie sacrée. Il y a beaucoup de choses qui permettent de se libérer de nos peurs, de se libérer de beaucoup de choses. Et c'est très intéressant de ne pas rester sur le plan électromagnétique et de passer à la fois sur le plan des champs scalaires et de la géométrie sacrée. Ça, c'est très intéressant. C'est ça, c'est ça. Mais c'est encore très... On ne sait pas encore vraiment, hein, c'est balbutiant pour le moment. Hein, oui. Et justement, tu sais, tout à l'heure, avant de commencer l'interview, en off, je t'avais posé la question, parce que c'est vrai que tout ce qui est autour de l'ADN, les ondes scalaires et autres, ce que j'avais pu remarquer, c'est que il n'y a aucun Français qui s'intéresse à ça au début. Hein. C'était plus au niveau des recherches et autres, c'était plus orienté du côté de l'Est, c'est-à-dire les Russes. Oui. C'est vrai, mais il y a quand même une tradition en France, hein, je veux dire, des gens qui se sont brûlés même en faisant des expériences, Bélisal, Raymond Montercy, il y a des tas de gens qui ont fait des expériences, mais c'était des géobiologues. C'était des géobiologues. Ouais, géobiologues. C'était des gens qui travaillaient. Il y a eu des géobiologues, puis avant, c'était des radiesthésistes plutôt, dans le monde des radiesthésistes, qui travaillaient sur les ondes de forme. Là, j'oublie un peu les noms, mais il y en a eu beaucoup dans les années 30, 40, Quiquendon, etc. Donc, leurs travaux ont été un peu oubliés. Hein, oui. Mais parce qu'ils n'avaient pas les appareils scientifiques actuels, ils travaillaient qu'avec les pendules et leur intuition. Donc, c'est eux qui ont détecté les rayonnements, comme ça, j'allais dire les rayonnements colorés, mais c'est aussi un code ils ont appelé ça des rayonnements rouges, noirs, etc. Parce que c'est ça ça résonnait, la pendule résonnait à ces couleurs. Donc le spectre de Bélisal est connu. Les géobiologues peuvent les repérer tout autour des arbres, par exemple, dans certaines maisons. Ils ont repéré qu'il y avait le verre négatif qui n'était pas bon pour les humains, etc., etc. Mais on a été incapable de faire le pas entre ces recherches-là et la science plus dure, je dirais. Et du coup, on ne sait pas vraiment de quelle nature elle est. C'est ça. C'est ça. On ne fait pas le lien. Donc, par contre, les Russes, eux, ils n'avaient pas ce problème. C'est-à-dire que s'il y avait des anesthésistes, ils étudiaient le problème avec leurs appareils scientifiques. Hein. Alors, est-ce que le fait de marcher pieds nus a-t-il d'autres avantages que de réorganiser les cellules, les globules, pardon?
Réorganiser les globules. Ouais. Les globules quoi? Les globules rouges, Bah, je suppose. réorganiser les globules. On m'a dit globules, ça doit être. Je pense que ça doit être les cellules ou les. Il a dû se tromper peut-être. Parce que moi, il y a marqué globules. Alors d'abord, je ne savais pas que ça réorganisait les cellules, mais ce que ça fait, c'est que ça, si on a des charges d'électricité statique sur le corps, on se décharge, on se libère de. C'est comme si on se décharge de la sueur, mais là, c'est de la sueur électrique. Et, voilà. L'autre chose, c'est que ça dépend de votre conscience. Si vous marchez pieds nus de façon mécanique, ou si vous marchez pieds nus en vous reliant à l'esprit de la terre et en remerciant la terre, ça va pas faire la même chose. Voilà. Ouais. Donc, On parle de ions négatifs. C'est pour se ions décharger négatifs. en ions négatifs. Ouais, c'est ça. Ouais. Les Ok. ions négatifs, enfin, on se décharge des ions positifs et justement, c'est les négatifs qui sont bons. Alors, on me demande, est-ce que tu connais la galvanotaxie? La galvano, je connais. Taxi. C'est comme ça qu'on peignait les carrosseries de voitures. Hein. Je crois, on envoyait. Ah non, je ne connais pas, j'en ai entendu parler, mais de toute façon, c'est basé sur un phénomène électrique. C'est l'électricité qui attire un objet sur un autre. On Mais va terminer sur une dernière question par rapport, tu sais, parce que je pense que c'est en lien avec ton livre, tu sais, les lieux sacrés de la Terre. ouais, Et oui. justement, quel est le lien qu'on peut approcher, le lien donc de la Terre et justement de l'ADN dans les lieux sacrés? Quel est le lien qu'on peut rapprocher des deux? Entre la Terre et l'ADN? Et l'ADN, ouais. Et ou même du corps humain, tout simplement. Du corps humain. Ah, ah. C'est des questions pertinentes. Je voudrais dire, quand même, pour donner une image plus précise de mes recherches, que, en fait, je m'occupe surtout de développer la conscience. Hein. Donc, je ne suis pas allé très, très loin non plus dans les mécanismes intimes, moléculaires, etc. Pour moi, l'être humain, il est sur la Terre, entre le ciel et la terre. Donc, il a un rôle effectivement électrique, mais où situer l'ADN dans la Terre, je ne vois pas exactement. Il y a tellement de choses. La Terre, elle a un esprit, elle a une conscience, elle a des lignes. Ah, par contre, voilà. Ce qu'on peut faire comme plutôt que l'ADN, c'est les lignes d'acupuncture. Hein. C'est-à-dire que autant l'être humain, il a des corps subtils, eh bien c'est la même chose pour la Terre. Donc, même l'ADN, dans l'être humain, quelquefois il y a des gens qui parlent de 12 brins. De 12 brins. C'est faux. Il n'y a pas 12 brins physiques, mais il y a 12 plans subtils. Il peut y avoir 12 plans subtils. C'est autre chose. Et les brins physiques, il pourrait y en avoir 3. Il pourrait y en avoir 3. C'est peut-être même le modèle qui existe de façon subtile, c'est la super-hélice de 3 brins. Mais moi, le lien que je fais entre l'humain et la Terre, je ne sais pas le faire avec l'ADN physique, mais je le vois surtout avec d'abord la conscience de la Terre et la conscience de l'humain, la conscience de l'humain qui a besoin d'être développée, et la conscience de la Terre et qui est là pour le soutenir dans ce développement et surtout, bien sûr, la conscience des êtres supérieurs de lumière.
mais ça se traduit de façon, je dirais, plus mécanique, par le fait que les informations qui proviennent du ciel et qui sont conduites à l'intérieur de nous et qui proviennent de la Terre et qui viennent de nous, utilisent effectivement tous ces canaux subtils, utilisent les chakras, l'arbre de vie, d'autres structures subtiles qui se mettent en place à travers les corps subtils qui s'appellent les lignes cristallines, les lignes cristallines. Et les lignes cristallines, elles existent aussi bien à l'intérieur de notre corps que autour de notre corps. Elles existent aussi bien autour de la Terre que dans la Terre. Elles existent aussi bien dans tout l'univers. Et tout ça, c'est en train de se reconnecter. Yes. Ok, bon, je vois que ça fait 1h15 qu'on est ensemble. Oui. À la fin de l'interview, je laisse mon invité pour le mot de la fin. Donc, je te laisse à toi aussi le mot de la fin. Je t'en prie. D'accord, merci. Alors, le mot de la fin, c'est que je dirais que le plus important à l'heure actuelle, c'est de se libérer de ces pensées négatives et de ces émotions négatives. Si l'on veut être en lien avec la Terre, si on veut que son ADN, justement, donne sa pleine puissance, eh bien, puisque l'ADN, justement, est modulé par l'épigénétique, donc par l'environnement, c'est pour nous, notre travail, c'est vraiment de nettoyer, de se purifier de nos pensées négatives et de nos émotions négatives. Négatives, ça veut dire qui nous font pas du bien, quoi. Donc, tout simplement. Et comment? Eh bien, par une observation de quelle est la source de ces émotions et de ces pensées. Et on va s'apercevoir que pratiquement tout le temps, la source, c'est qu'on réclame quelque chose. Et qu'on est invité, non pas à réclamer, mais à être détaché justement de ça, et pour ouvrir notre cœur, mais notre coupe, et pouvoir recevoir les énergies de l'univers et les énergies de notre super soi, et ce que nous transmet aussi notre ADN. C'est ça. Et de la Terre aussi, des plantes. Et de la Terre aussi, qui en fait partie de l'univers. Voilà. Ok. Ouais. Eh bien, écoute, Alain, ce fut un plaisir de t'avoir reçu dans ma chaîne. Ça m'a fait drôlement plaisir parce que c'est vrai que parler de l'ADN, c'est quelque chose qui n'est pas très courant et surtout avec l'électromagnétisme et un petit peu de spiritualité. C'est très bien. Je pense qu'on n'aura pas, on n'aura pas fini de faire d'autres interviews. Je pense qu'il y en aura d'autres qui sont peut-être à venir. Merci à toi. Alors, je veux dire que bon, ça m'est pas toujours facile d'avoir les informations ici. Oui. Moi, je travaille beaucoup plus par l'écrit. Donc, j'invite aussi les gens, s'ils veulent des précisions plus, d'aller voir mes écrits. C'est gratuit, à part les 3 livres qui sont, c'est gratuit. Donc, les autres, les numériques, oui, ils sont gratuits. Donc, vous avez tout en descriptif en dessous de la vidéo. N'hésitez pas d'aller jeter un œil. Vous allez voir, c'est intéressant. Puis, en plus, vous avez aussi des vidéos. Il y a des courtes vidéos comme les deux là qu'on vous a mis au début. Il y a aussi dans son site, il y a plein de choses intéressantes. Allez jeter un œil et vous allez voir. Honnêtement, je trouve que c'est bien. Et en plus, c'est bien expliqué. Merci. Voilà. Donc, est-ce que tu restes encore quelques minutes avec moi? Oui. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Partagez la vidéo surtout. Portez-vous bien. Merci aux auditeurs aussi de m'avoir supporté, écouté. Reste encore quelques minutes avec moi. Ouais. Bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.